Donc bonjour Yves Chouefati. Bonjour à toi. Très heureux de t'avoir parmi nous à l'occasion de Surfing Bitcoin, donc une conférence qui est dédiée à Bitcoin et pour le journal du coin. Donc nous couvrons cet événement. Mais écoute Yves, je te propose de te présenter brièvement pour nos lecteurs, pour les personnes qui nous regardent. Ok. Donc moi je dirige une société de gestion française qui s'appelle Tobam, qui a maintenant 15 ans. Qui gère 10 milliards d'euros et qui s'est mis au crypto il y a à peu près 6 ans. Voilà. Donc on a lancé le premier fonds investi en Bitcoin au monde, il y a 6 ans. Voilà. Et français. Et on est français, on est resté seul au monde jusqu'à il y a 3 mois, jusqu'à ce qu'une société de gestion canadienne lance le sien il y a 3 mois. Ah, c'est excellent. Et 10 milliards sous gestion, c'est quand même notable. Bon, écoute, tout est relatif. Et depuis quand il y a eu une courbe de progression Oh, c'est une progression assez régulière. C'est une courbe de progression. Ça ne décroît pas? Non, ça ne décroît pas pour l'instant. Et ma question suivante était toute simple, c'est depuis quand t'intéresses-tu à Bitcoin et pourquoi, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel? C'est-à-dire que tu peux parler en tant que Yves Chouefati ou en tant que Tobam. Voilà. Alors, depuis qu'on s'intéresse au Bitcoin, en fait, Tobam, c'est une boîte de 50 personnes. Sur ces 50 personnes, il y a 21 mathématiciens. Oh. Okay. Et comme il y a 21 mathématiciens, il y en a un certain nombre d'entre eux qui se sont intéressés au Bitcoin assez tôt. Les premiers Bitcoins qui ont été achetés à Tobam datent de 2013. Et c'était des gens qui se sont intéressés à ce nouvel objet mathématique, qui était le Bitcoin ou la blockchain, parce que c'était la même chose à un moment donné. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'on était plusieurs à s'y intéresser. Et on a créé sans le savoir, un autre dîner du Bitcoin. Et tous les mois, on se rassemblait entre collègues pour partager un peu nos expériences respectives sur le Bitcoin. Et en 2016, j'ai dit à mes camarades, il y a quand même une caractéristique du Bitcoin qui s'améliore année après année, c'est sa liquidité. Entre 2013 et 2016, entre notre premier investissement et 2016, la liquidité du Bitcoin avait augmenté d'un facteur 1000. Pas de 1000%, mais de 100 000%. Oh, oui. Voilà. Et je leur ai dit, si cette liquidité continue à suivre un rythme semblable à celui-là, viendra un jour où le Bitcoin sera un actif extrêmement liquide. Et où même les clients de Tobam, qui sont des gros mastodontes, 50% des clients de Tobam, c'est des banques centrales, des fonds souverains, des banques centrales. Voilà. La question, 60% de nos clients sont aux États-Unis. Oui. Okay. Et on s'est dit, viendra un jour où même ces clients-là pourront s'intéresser au Bitcoin. Et on a décidé de créer un groupe de recherche spécialisé dans la crypto en 2016. Le premier job que j'ai donné à ce groupe de recherche, ça a été d'écrire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Comment un investisseur rationnel pourrait justifier d'un investissement dans le Bitcoin. On a été présenter cette thèse d'investissement au régulateur français, à l'AMF. Oui. Et après une discussion extrêmement constructive avec l'AMF nous a autorisé à lancer le premier fonds Bitcoin au monde en 2017. Ouais. Et bravo, mais déjà félicitations. Voilà, j'en suis très content. Et donc aujourd'hui, est-ce que ta vision des années 2016 s'est avérée exacte? C'est-à-dire que Bitcoin est-il extrêmement liquide? Je pense que la réponse est oui. Alors oui, effectivement, entre 2013 et 2016, il y a eu un facteur 1000. Entre 2016 et aujourd'hui, il y a pratiquement eu un facteur 1000 de nouveau. Donc aujourd'hui, le Bitcoin est vraiment un actif extrêmement liquide. Si on regarde les indicateurs quantitatifs de liquidité, depuis début 2020, le Bitcoin est plus liquide que Tesla. Sur 2021, il n'est pas impossible que sur toute l'année 2021, il devienne plus liquide que Apple. Ah, mais ça c'est un bel objectif. Donc comme quoi, et vous bouclez, vous entrez des positions. Quelles sont la taille des positions que vous entrez? Alors nous, on est pur hodler. Okay. Donc pas voilà, donc on ne sort jamais. Et on n'entre pas avec effet de levier. Donc notre fonds, il vise à répliquer de manière extrêmement précise la performance du Bitcoin sans ajouter aucune valeur et donc sans en retirer aucune non plus. D'accord ? Donc on est extrêmement indiciel et les clients du fonds ont la même performance que le Bitcoin, mais en ayant leur valeur depuis un compte bancaire, ce qui est très utile pour les institutionnels. D'accord. Parce que pour qu'un institutionnel détienne du Bitcoin, dans le monde d'aujourd'hui,
à moins que cet institutionnel ait des moyens extrêmement importants, Oui. eh ben, il faut qu'il ait un intermédiaire financier entre lui et le Bitcoin. Et nous, on est un intermédiaire financier entre D'accord, lui et le parce qu'il y aurait Bitcoin. la problématique du stockage, je suppose, Bah, en voilà. l'absence de cet intermédiaire. Voilà, tout à fait. D'accord. Mais c'est très intéressant. Donc, tu nous as raconté la genèse, tu nous as dit qu'il y avait 10 milliards sous gestion, que tes clients, tu comportais des banques centrales et de nombreux institutionnels. Donc, moi, ça me fait très plaisir déjà de savoir que tous ces acteurs s'intéressent à Bitcoin. Ça me remplit de joie parce que le marché du retail, par contre, est très conséquent. Je crois que sur Coinbase, c'est pas un fonds d'investissement, mais sur Coinbase, je crois que la proportion du retail est 9 fois supérieure à celle des institutionnels. Ah bah c'est clair, hein, c'est clair que Chez toi, il y a vraiment un sujet sur le retail et le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout un chacun peut acheter du Bitcoin en ouvrant un compte chez soit un intermédiaire agréé, soit un intermédiaire non agréé, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de Français qui ont des Bitcoins et qui ne sont pas chez un intermédiaire régulé. Mais effectivement, pour qu'un retail investor français aille voir une société de gestion professionnelle, lui dire moi j'aimerais acheter du Bitcoin, proposez-moi des produits sur le Bitcoin, mais pour l'instant c'est interdit. Ah ouais, okay, donc on n'a pas le droit, quand on est un retailer français, quand on est du retail français, on n'a pas le droit de se faire assister de professionnels pour investir dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que les régulateurs français, mais c'est un peu une mode générale chez les régulateurs considèrent avec raison que le Bitcoin est extrêmement risqué. Et qu'il comporte des risques dont il faut préserver le retailer. Et puis malheureusement, le régulateur a un peu, je ne sais pas s'il faut, c'est pas de l'hypocrisie parce qu'il n'est pas hypocrite, mais il va ignorer, il va se poser des œillères et va se dire j'ignore tout ce qu'ils font en dehors du marché professionnel. Par contre, dans le marché professionnel, je leur interdis de se faire assister de professionnels. D'accord. Bon, je ne mettrai aucun jugement sur cette position du régulateur, je n'en penserai pas moins. Tu sais qu'à titre personnel, j'ai mes opinions, mais je m'interdis de commenter quoi que ce soit. Quelque chose qui m'intéresse par contre, qui n'est pas de l'ordre de la philosophie, c'est quelles seraient les tailles relatives. Est-ce que tu as une idée de la force du marché des instituts? Moi, ce que je me demande, c'est qui c'est qui drive les cours? Est-ce que ce sont les retail ou est-ce que ce sont les instituts? Bon alors, tout ça c'est des questions de définition, c'est assez difficile à mesurer. Aujourd'hui, les instituts classiques, les clients de Tobam, donc les gros fonds de pension, sont très peu investis en direct dans le Bitcoin. Ils ont un investissement indirect dans le Bitcoin parce qu'ils sont très souvent actionnaires d'entreprises qui elles-mêmes, Coinbase, qui elles-mêmes sont très actives dans le domaine du Bitcoin, mais elles détiennent peu de Bitcoin en direct. Ok, d'accord. Bon, ben voilà, c'était une question qui n'était pas prévue, mais j'en profite puisque j'entends ça. Alors, il y avait une autre question qui était Bitcoin, Tobam et la France. C'est-à-dire que vous avez fait le choix, donc vous avez quand même été bien accueilli par le régulateur. À ton échelle, c'est pas toujours évident, c'est-à-dire que pour des places de marché, je sais que c'est très difficile. Donc je pense notamment à Paymium, à The Bitex. Il y a eu cette histoire du PSAN. Et en fait, pour opérer un exchange, c'est difficile. Pour un fonds, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la difficulté d'opérer dans le secteur des crypto-monnaies en France. Pour un média, ça va. Ça dépend des activités. Toi, pour les fonds, alors pour les fonds, il faut regarder un peu l'histoire. Il faut d'abord comprendre que tout ça, c'est très émergent. La matière est émergente. Donc les professionnels se forment. La législation s'écrit. Et même le régulateur aussi, il se fait une opinion, il apprend en marchant, des fois il tombe, puis il se relève. Et donc sa doctrine, il l'écrit au fur et à mesure, donc il prête une très grande attention au dossier qu'il reçoit, parce que c'est un peu comme ça que s'écrit la loi. Ils sont très très prudents parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train d'écrire aujourd'hui va durer longtemps, donc autrement écrire quelque chose qui a du sens. Nous, notre fonds, on l'a fait agréer, et voilà, pas fait agréer, on l'a fait accepter par l'AMF le fait qu'on lance ce fonds, à une période où effectivement c'était assez tôt. Et on a bénéficié en quelque sorte d'une fenêtre où... Puis vous étiez très très pro. Et on était reconnus, effectivement, on est une boîte institutionnelle, on gérait déjà, je ne sais pas, 7-8 milliards. Et on est sur un dossier crédible. Et on ne s'adressait pas au retail. Et alors ça rassure tout de suite le régulateur. Le régulateur, il va juger complètement différemment une offre qui s'adresse à des professionnels d'une offre qui s'adresse à du retail. Et l'offre de Tobam dans le domaine du Bitcoin, elle s'adresse exclusivement, jusqu'à aujourd'hui, dans quelques semaines ça va changer. Ah voilà, mais ça m'intéresse. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'adresse
coprofessionnels. Alors, aujourd'hui, vous offrez vos services coprofessionnels, mais demain? Ah, demain, effectivement, la loi Pacte permet des choses qui n'étaient pas permises avant. Et effectivement, on travaille sur des projets qui vont permettre de faire bénéficier la clientèle non professionnelle du savoir-faire de Tobam dans le Bitcoin. Tu sais que je suis curieux. Et oui. Donc, est-ce que tu aurais des temporalités sur cette ouverture du service? Moi, je te dis, c'est de l'ordre de quelques semaines. Oui. Donc là, nous sommes fin août. Nous espérons une rentrée heureuse. Et quand tu définis un professionnel, comment ça se définit un professionnel? Un professionnel, il y a des critères Oui. extrêmement... c'est soit c'est un professionnel de la finance, Oui. Soit c'est quelqu'un qui peut justifier qu'il passe suffisamment de transactions, qu'il est suffisamment actif, donc Oui. avec des volumes suffisants. Sur des places de marché? Voilà. Soit c'est quelqu'un qui va engager des transactions très significatives. Ok. Et sur cette ouverture qui serait au grand public, quel serait le placement minimum? Ah, là, ce serait 100 euros. 100 euros, ok, d'accord. Enfin, moins de 100 euros. Quoi. Là, il n'y a plus de limite. Quoi. Eh bien, écoute, j'ai hâte de voir les activités de Tobam se diversifier. J'ai une question que je me pose. Moi, tu sais, moi, je suis du côté du retail, et donc le retail, il s'intéresse à tout. Est-ce que vous vous intéressez aux altcoins? Évidemment, oui. Non. On s'intéresse aux altcoins. On est un groupe, comme je t'ai dit, de mathématiciens. Voilà, on est très chercheurs. Donc, on cherche à comprendre les choses, on cherche à les explorer. Et quand j'ai lancé... cette équipe de recherche, ce n'est pas une équipe recherche sur le Bitcoin, c'est une équipe recherche sur les cryptos en général. D'accord ? Donc on a exploré, ça date de 2016. Oui. Donc en 5 ans, on a beaucoup travaillé, on a fait plein de choses, on a créé une mine de Bitcoin zéro carbone, on a des portefeuilles DeFi, travaille... oui, alors... Donc on travaille beaucoup là-dessus. Maintenant, pour être très transparent, oui. Il y a une ségrégation de facto qui s'est faite, qui est que pour l'instant, l'outil qu'on commercialise, il est exclusivement sur le Bitcoin et tout le reste, c'est exclusivement à des fins de recherche. Aujourd'hui, la clientèle de Tobam, la typologie de la clientèle de Tobam est telle que je ne peux pas leur demander de s'intéresser aux altcoins parce que les conditions de liquidité sont, de mon point de vue, insuffisantes pour intéresser des très très gros investisseurs. Il y a une phrase que je sors souvent, j'aime bien la faire, c'est une blague, c'est qu'elle vient de Dick Henneck et c'est un conseil de drague et c'est quelqu'un qui cherche à se mettre à la drague et il lui dit non, ne fais pas l'original, ta tête est suffisamment originale comme ça. Et j'ai l'impression qu'avec Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est suffisant. C'est-à-dire que Bitcoin est suffisamment du point de vue d'un institutionnel. Il y a tellement à faire, si vous voulez. Aujourd'hui, l'exposition des institutionnels, alors, en particulier en France. C'est déjà une prouesse Bitcoin. Voilà. Oui, il y a tellement à faire que franchement... c'est des gens qui sont investis uniquement dans des Volkswagen, on leur propose une Ferrari, et puis on pourrait se dire, quand même, la Ferrari que tu leur proposes, elle n'est pas rouge, quoi. Non, ok, déjà qu'ils utilisent la Ferrari, puis ensuite, on verra si... Moi, j'ai une façon de voir un peu, c'est-à-dire que quand on regarde les altcoins, et pourquoi ça intéresse le retail, c'est vrai que quand tu veux mettre 1000 euros, 1000 euros, est-ce que je les mets dans Bitcoin, est-ce que je les mets dans Ether, est-ce que je les mets dans une autre alternative? La question se pose. Maintenant, si c'est 1 milliard, et le choix n'est plus du tout le même. Le choix n'est plus du tout le même, voilà. D'une part, il y a ça, puis d'autre part, je voudrais dire quand même un truc sur les altcoins. Je te dis que le premier job que je donnais à cette équipe de recherche, ça a été d'écrire une thèse d'investissement sur le Bitcoin. Donc, on a travaillé quelques mois, comme je te l'ai dit, puis on a finalisé une thèse d'investissement qu'on a présentée à l'AMF, etc. Et en fait, la thèse d'investissement qu'on a sur le Bitcoin, elle est valable pour le Bitcoin. Elle n'est pas valable pour les autres. Alors, pour les autres, il y a d'autres thèses d'investissement. Donc, si tu me dis la DeFi en général, et l'Ethereum, etc., effectivement, il y a des thèses d'investissement. Puis ensuite, par rapport... Une thèse d'investissement, c'est toujours quelque chose qui est incertain. Bien sûr. Une thèse d'investissement, ça n'a pas pour vocation de juger de ce qui est avéré, mais de ce qui est potentiel. Donc, et effectivement, le potentiel de l'Ether est complètement différent du potentiel de Bitcoin parce qu'ils ne servent pas à la même chose. C'est comme comparer, je ne sais pas, une voiture à une caméra, la thèse d'investissement, ce n'est pas la même. L'usage n'est pas le même. Souvent dans la DeFi, en fait, l'intérêt, c'est que ça produit des rendements. Alors que Bitcoin, mais je ne sais pas si c'est si sur des montants significatifs. De toute façon, ça, c'est l'intérêt pour l'investisseur. La valeur ajoutée de la DeFi, ce n'est pas de produire des rendements. Alors, je suis curieux. Toi, tu la verrais comment?
La DeFi, en fait, ça permet de fabriquer un marché financier décentralisé. Hein, ça veut dire de monter les banques. Aujourd'hui, si toi, tu as des actions LVMH, Mhm. que tu as envie de vendre, que moi j'ai envie de les acheter, je ne peux pas te les acheter, ces actions. On est obligé de passer par des intermédiaires. On est obligé de se plier à une régulation qu'on n'a pas choisie, forcément, alors qu'on peut se considérer comme des personnes adultes et vaccinées. Oui. La DeFi, c'est ça un peu, ça va organiser du peer-to-peer. On va fabriquer des contrats, qu'on appelle d'ailleurs des smart contracts, Oui, je vois tout à fait. qui sont complètement libres et qui sont contre lesquels on ne peut pas lutter. Ça veut dire que le contrat, il va s'exécuter parce que c'est un algorithme. Non, mais c'est moi qui me suis trompé parce que je pensais directement au farming, alors que la DeFi c'est beaucoup plus large, et notamment les places de marché décentralisées, donc Uniswap, PancakeSwap, Swap, SushiSwap, et qui ont des volumes significatifs. Et moi, je n'y croyais pas. Par exemple, j'ai vu l'émergence des premiers DEX, donc les places de marché décentralisées, les 0x, etc. Et je me souviens que l'interface était absolument abominable et les volumes étaient faibles. Et j'ai été convaincu que jamais ils ne pourraient dépasser les places de marché centralisées. Bon, l'avenir m'a donné tort, puisque quand on regarde... Il aurait fallu que tu vois comment on achetait des bitcoins en 2013 aussi. Oui, moi j'en ai acheté. J'en ai acheté sur Mangog, j'ai perdu de l'argent sur MTGOX et tout. Donc tu vois que tu aurais vu que ça, tu t'es dit le bitcoin est condamné. Oui, c'est vrai. Surtout quand j'ai pris un bouillon terrible. Donc, moi, j'ai connu sur les places de marché que j'ouvrais presque des comptes. Elles sont quasiment toutes, elles ont quasiment toutes fermées. Donc il en reste, Paymium reste, Acteurs Français. Donc on les apprécie, mais voilà, oui, non. Il y avait l'origine spirituelle de Bitcoin, en fait. C'était la question de la généalogie de Satoshi Nakamoto. Je sais que tu as d'accord. Effectivement, quand on parle de Bitcoin à des néophytes, un Bitcoin, ça a été inventé par quelqu'un qui est inconnu, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, dont le nickname, le pseudonyme, voilà. Et Satoshi Nakamoto, personne ne sait qui c'est, à part quelques personnes très initiées qui n'en parlent pas. Moi, j'ai la prétention d'avoir découvert les deux pères de Satoshi Nakamoto. Spirituels ? Les deux pères spirituels, évidemment. Ah, oui. Et pour moi, il y a... Ça m'intéresse. Le premier père de Satoshi Nakamoto, c'est Friedrich Hayek. Ah oui, d'accord, oui. Hayek, c'est un prix Nobel d'économie qui a commis un bouquin qui s'appelle en français « Pour une libre concurrence des monnaies » et dont le titre anglais c'est « Denationalization of Money ». Et dans ce bouquin, que j'invite tout le monde à lire, c'est un bouquin de 150 pages, il n'y a pas une formule de maths, c'est un bouquin d'histoire et qui est fantastique. C'est un roman historique. C'est le roman historique de la monnaie. Et il y a même un peu de science-fiction dedans, donc c'est génial. Donc, dans ce bouquin-là, Friedrich Hayek expose sa thèse, et sa thèse, c'est que dès lors qu'un groupe de personnes bénéficie du monopole de l'émission monétaire, tôt ou tard, il en abuse. On le retrouve Montesquieu. Voilà, effectivement. Et il dit, et que cet abus, il va toujours en résulter des crises qui sont extrêmement dommageables, qui vont coûter des millions de vies humaines, qui vont coûter des décennies de sous-développement. Et il dit, ces crises-là, elles ont pour véritable cause le monopole de l'émission monétaire. Et donc, ce que dit Friedrich Hayek, c'est qu'il faut casser ce monopole, il faut couper la relation entre la nation et la monnaie. Il faut créer des monnaies qui se feront concurrence, et c'est en se faisant concurrence qu'on va trouver la bonne manière de gérer la masse monétaire. Ça, c'est le premier père de Satoshi. Le deuxième père de Satoshi, c'est un moine franciscain du XIIe siècle qui s'appelle Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam est le personnage historique qui a inspiré Guillaume de Baskerville, qui est le héros du Nom de la Rose, pour ceux les plus anciens d'entre vous qui ont vu le film de Jean-Jacques Hano. Et en fait, Guillaume d'Occam, il a inventé un principe philosophique qui s'appelle le rasoir d'Occam, qu'on appelle de manière un peu plus savante le principe de parcimonie, et qui dit qu'entre deux solutions, il faut toujours choisir la plus simple. L'exemple que je donne d'habitude pour illustrer ce principe, c'est que si le besoin auquel vous cherchez à répondre, c'est le besoin de s'asseoir, la véritable solution, c'est la chaise, ce n'est pas la Mercedes. On peut s'asseoir dans une Mercedes. En fait, très rapidement à l'usage, vous allez vous apercevoir que la chaise, c'est beaucoup plus robuste comme usage que la Mercedes. Que dans une table pour manger, c'est plus... Voilà. Et donc, ce qu'a dit Satoshi, c'est effectivement, il y a un problème qui est la détermination de la masse monétaire, et ça
potentielle variabilité dans le temps, puis lui il dit on va simplifier la solution. On va passer le rasoir d'Occam. Il a suivi la recommandation de Guillaume d'Occam. Il a passé le rasoir sur la solution pour la simplifier, pour en enlever toutes les aspérités. Et il s'est dit pourquoi pas créer la première monnaie de l'histoire de l'humanité dont la masse monétaire serait constante. Constante. Et alors moi, je te rejoins grandement parce qu'une des qualités dont on ne parle absolument pas assez avec Bitcoin, c'est le fait qu'il soit prévisible. En fait, l'émission monétaire de Bitcoin est parfaitement prévisible. Voilà. Alors, c'est sans doute le cas un peu avec l'or, mais pas autant, pas cette subtilité près. Et alors, par rapport au fiat, et moi, je voulais faire un pari. C'est que je voulais parier avec soit un banquier central, soit un prix Nobel, de faire qui va déterminer la quantité de monnaie en circulation dans 3 ans, par exemple, avec le plus de justesse. Moi, je me lance sur Bitcoin. Et je laisse cet auteur qui est pourtant le plus qualifié pour savoir combien de monnaie il y aura en circulation dans 3 ans. Bon, je pense que ce pari est facile à gagner avec Bitcoin. Et, voilà. Et donc oui, ça rejoint cette idée, en fait, finalement, la monnaie, on aimerait bien savoir combien il y en a et combien il y en aura. Oui, tout à fait. Voilà. La monnaie, une des fonctions les plus utiles de la monnaie, c'est le transport du travail dans le temps. Ce qui a de la vraie valeur, c'est le travail. C'est le travail. Donc en fait, dans l'espace et dans le temps. Oui, dans l'espace et dans le temps, mais aussi dans le temps. Mais je veux parler de cette dimension-là. Donc en fait, on travaille, on va toucher de l'argent, on stocke ce travail dans de l'argent, le fruit de ce travail dans de l'argent, et un jour, quand on a besoin du travail d'un autre, on va déstocker de cet argent pour pouvoir acquérir le travail d'un autre. C'est ça une des merveilles qu'il y a dans l'invention de l'argent. D'accord ? Et donc, il s'agit donc de transporter le travail de toi à moi, mais aussi de transporter le travail dans le temps, parce que cette dépense de l'argent, elle peut être différée dans le temps. Et tout le monde considère qu'une des propriétés de doit avoir l'instrument pour être qualifié de monnaie, c'est qu'il doit permettre le transport du travail dans le temps. Et ça, c'est pour ça qu'on peut se poser légitimement la question, l'euro est-il encore une monnaie, le dollar est-il encore une monnaie ? Quand l'Institut d'émission lui-même se donne un objectif d'inflation de l'ordre de 2% par an, il est en train de dire ce que j'émets ne va pas permettre le transport du travail dans le temps. 2%, ça n'a pas l'air beaucoup. Au bout de 30 ans, 2%, vous avez perdu les 3/4 des valeurs de la valeur travail que vous avez stocké. Donc c'est l'évaporation. Or, le travail de l'homme, c'est quelque chose de sacré. Travailler gratuitement, ça a un nom, ça s'appelle de l'esclavage, et on sait que c'est l'ignominie la plus abjecte, une des ignominies les plus abjectes, c'est pas la plus abjecte, je ne vais pas introduire de hiérarchie dans les ignominies, mais travailler et voir le fruit de son travail s'évaporer ou ne pas y avoir accès, c'est quelque chose d'abject. Le travail, c'est sacré, on n'a pas le droit de brûler le travail des autres. Et quand on émet de la monnaie de manière importante, on brûle le travail des autres. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacrilège. Mais il n'y a pas de différence entre inflation et spoliation. Enfin, c'est une redistribution de richesse non consentie. Voilà. Donc, je ne sais même pas si c'est une redistribution ou si c'est même de l'évaporation. Tu as un effet, je crois, entre le premier qui détient la monnaie, en fait, qui y accède. Finalement, il a un avantage, elle va circuler partout dans l'économie et elle va avoir en fait, de moins en moins de valeur au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas forcément une redistribution. Ce n'est pas toujours une redistribution. On s'aperçoit très souvent que quand il y a de l'inflation, ce sont les plus pauvres qui le payent le plus cher. Par différents je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a un effet qui est connu, et c'est du premier qui accède au dernier. Parce que si tu doublais la masse monétaire en prenant les avoirs de chacun et tu les multiplies tout le monde par 2, en fait, il n'y aurait pas vraiment d'incidence sur les richesses relatives. Et c'est le problème de l'inflation, c'est qu'elle n'est pas distribuée de façon homogène. Et donc, du coup, le premier qui y accède un avantage. Bon, bref, mais oui, moi je suis d'accord. En tout cas, tu n'as pas l'air d'apprécier spécialement l'inflation enfin, il y a des voilà, et il y a des raisons à cela. On a vu. Alors, tu n'as pas décrit parce que moi je sais que tu m'avais parlé des 7 qualités fondamentales de Bitcoin, des 4 empiriques. Donc ça, je les ai pas en tête comme ça. Mais ça fait partie de la thèse d'investissement. Oui, tout à fait. Voilà, donc, tu avais identifié des qualités uniques qui rendent Bitcoin unique. Bon, je pense que Oui, en fait, la thèse d'investissement autonome sur Bitcoin, c'est qu'effectivement, c'est un objet
qui a les qualités fondamentales et les qualités empiriques pour potentiellement devenir un étalon de mesure de la valeur. Alors le terme le plus important dans ma phrase, c'est quoi? Potentiellement. C'est potentiellement. C'est très important de... Moi, je n'affirme pas que le Bitcoin est un étalon de mesure de la valeur, je suis en train de dire un mensonge, il ne l'est pas. Et c'est justement pour ça qu'il est intéressant. Parce que le jour où il sera un étalon de mesure de la valeur, ce sera trop tard, en quelque part. Mais là où tu es surprenant et audacieux, c'est qu'on va dire qu'actuellement, il est joué en tant que réserve de valeur. À raison, à tort ou à raison, mais souvent on en parle, on le qualifie de forme d'or numérique. Et voilà. La seconde fonction qui est très connue, c'est l'intermédiaire des échanges. Là, c'est déjà de suite beaucoup plus spéculatif parce que les transactions en Bitcoin, elles ont quand même des coûts. Et donc, pour envoyer des grandes sommes d'argent à travers le monde, oui, c'est très efficient. Par contre, pour payer sa baguette, on n'y est pas du tout. Donc, mais il y a des gens qui travaillent à des nouvelles couches, donc le Lightning, etc. Et donc, ils espèrent à ce que Bitcoin devienne un intermédiaire des échanges plus qualifié. Mais alors, l'unité de compte, c'est encore l'étape d'après, puisque c'est vraiment où les gens de nouveau, ne penseront plus qu'en Bitcoin. Je te répète ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que ça va le devenir, je n'ai pas dit ça l'est, Oui, j'ai dit qu'il en a les qualités, qu'il a les qualités objectives, qui pourraient faire qu'il le devienne. Regarde l'or. L'or, qu'est-ce qui te fait penser ça? Qu'il a les qualités? Oui. Je sais que j'ai énuméré 7 qualités. Il est indestructible, il n'est pas falsifiable, il n'est pas géré par une autorité centrale faillible, il n'est pas inflationniste, il est échangeable. Voilà, j'en oublie 2 là. Au niveau des qualités empiriques, il est extrêmement risqué, mais ça on s'en fout. Pourquoi on s'en fout du fait qu'il est risqué? Parce qu'en fait, s'il est 10 fois trop risqué pour vous, il suffit de vous en acheter 10 fois moins. Je suis d'accord. Voilà. Donc le risque. Oui, il se gère. Le risque. Voilà. Il ne faut jamais prendre une décision d'investissement en se basant sur le risque. Le risque, il doit déterminer la quantité que vous investissez, mais pas le fait que vous investissiez ou pas. Par contre, le risque du Bitcoin, il est extrêmement intéressant parce qu'il est extrêmement normal. C'est-à-dire que si vous regardez la forme, mais pas son importance, la forme du risque, mais pas l'importance du risque, en fait, c'est un instrument dont le risque peut se gérer de manière complètement conventionnelle. Il y a pas, son comportement au niveau de son risque est extrêmement prévisible, extrêmement normé. Tu m'avais plu parce que tu avais fait une image qui était par rapport au chlore, tu vois, qui était extrêmement risquée. C'est-à-dire que si tu manges un galet de chlore, je pense que ça va mal se passer. Mais quand tu le mets en toute petite quantité dans de l'eau, ça permet de fabriquer de l'eau potable. Voilà, exactement. Voilà, ça, c'est une des autres qualités du Bitcoin, c'est qu'il est très diversifiant. Donc il a une corrélation non significativement non nulle à tous les autres actifs de la planète. Oui. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que justement, c'est là qu'il y a l'analogie avec le chlore. Le chlore, c'est un gaz de combat, c'est toxique, c'est dangereux. Mais si vous mettez une goutte de chlore dans un verre d'eau, vous aurez de l'eau potable. Et c'est la même chose si vous mettez de manière très raisonnable, il ne faut pas en mettre beaucoup. Vous mettez un peu de Bitcoin dans un fonds diversifié, vous allez réduire le risque, vous allez réduire la volatilité de ce portefeuille. Et de façon rationnelle, c'est-à-dire que là, c'est en mathématicien que tu parles et c'est en investisseur professionnel. Donc toi, tu estimes qu'en fait, dans un portefeuille d'investissement, allouer une petite partie de Bitcoin, donc de crypto-monnaie, ça fait baisser le risque. Ça fait baisser le risque. Et en plus, je suis sûr qu'en termes de rendement, ça doit être intéressant. En termes de rendement, si on regarde le passé, ça s'est extrêmement bien passé. Maintenant, le passé n'est pas... Oui, c'est ce qui nous intéresse. C'est le potentiel. N'est pas un représentatif de l'avenir. Les rendements passés ne reflètent pas les rendements futurs. Donc, moi, je ne veux pas trop m'exprimer sur les rendements futurs. Moi, je peux vous affirmer un truc, c'est que le Bitcoin, soit dans 25 ans, soit il vaudra 0, soit il vaudra plusieurs millions d'euros. Voilà. Et c'était sur ça que je voulais finir. C'est-à-dire que quelles sont tes visions? Non, je n'ai pas tout à fait fini. Quelles sont tes visions par rapport au prix? Bon, toi, tu as pris une fourchette large et une échelle de temps ample, mais ça, c'est de son choix. Ça, c'est le choix de l'invité. Mais alors, s'il doit partir partout entre 0 et des millions, qu'est-ce que tu estimes le plus probable dans sa direction, tu vois? Donc, dans les scénarios averses et dans la probabilité pour qu'il échoue, qui existe, qui est non nulle. Tobam, c'est une boîte que j'ai créée il y a quelques années avec un seul objectif, c'est fabriquer de la diversification. Donc nous, on est le contraire d'une entreprise spéculative. Oui. Spéculer, ça veut dire prévoir. Donc quand on parle de spéculateur, il faut avoir en tête que quelqu'un qui spécule, c'est quelqu'un qui prévoit. Donc Tobam, on ne fait pas de prévision. On se contente de diversifier au maximum nos portefeuilles. D'accord ? Oui. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans l'avenir du Bitcoin, c'est pas seulement son prix. Oui. C'est
des caractéristiques empiriques différentes du prix, hein, c'est sa volatilité. Ok. Hein, donc moi, je considère que sa volatilité est inversement proportionnelle à son prix. D'accord. Ça veut dire que plus il va s'apprécier, imagine que le prix du Bitcoin continue de s'apprécier, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que peu à peu, il est adopté de plus en plus. Et plus il est adopté, plus quelque part les gens vont s'éloigner de ce scénario à zéro. Oui. Et s'ils s'éloignent de ce scénario à zéro, forcément le risque va baisser. Hein, donc quelque part, la volatilité est importante, elle est moins importante qu'en 2013. Oui, oui. Hein, si le prix du Bitcoin continue de s'apprécier, sa volatilité va continuer à baisser. L'autre caractéristique extrêmement précieuse du Bitcoin, c'est son caractère diversifiant. Hein, et ça, je pense qu'il est là pour durer. C'est-à-dire que je n'arrive pas à imaginer un scénario dans lequel le Bitcoin n'est pas diversifiant. Ça veut dire que même quand il va être adopté, il va rester diversifiant parce que le propre de la valeur refuge, et je pense que l'invention du Bitcoin, c'est un peu l'invention de la roue. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a inventé la roue, et il a inventé la roue alors qu'il n'y avait pas de route. Alors, je ne te dis pas un peu le truc. Le mec, il a inventé la roue, il n'y a pas de route pour s'en servir. OK ? Ben, c'est la même chose, le Bitcoin. On a inventé la roue, on a inventé... Pendant des années, j'ai dit, pour comprendre le Bitcoin, il faut comprendre que le Bitcoin, c'est de l'or en mieux. Et il y a seulement quelques mois que je me suis rendu compte de mon erreur. Et je ne pense pas que le Bitcoin soit de l'or en mieux, je pense que l'or, c'est du Bitcoin en moins bien. Et je pense qu'en fait, effectivement, quand on a inventé les différentes monnaies, la première monnaie qu'on connaisse, c'est sans doute les bouts de flèches en pierre taillée. Ah oui, hein, si tu vas au musée de la préhistoire à Saint-Germain-en-Laye, tu verras que effectivement les pointes de flèches en pierre de taille ont été utilisées en monnaie. Ça veut dire qu'on a découvert des amoncellements de pierres en silex, de pointes de flèches en silex, qui ne peuvent pas être justifiées autrement que par de la thésaurisation. Oui, voilà, cette fameuse capacité à stocker le travail dans le temps. Voilà, exactement. Et en fait, la technologie, à un moment donné, a fait en sorte que c'est devenu de plus en plus facile à produire. Et en fait, pour qu'un étalon serve à la mesure de la valeur, il faut qu'il soit difficile à produire. Et quand il s'est devenu facile à produire, on a été vers autre chose, on a été vers les biens agricoles. Donc à l'époque où la civilisation, on est passé de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs, à éleveurs. Donc on a commencé à compter les choses en tête de bétail. Et encore aujourd'hui, il y a des tribus Maasai qui mesurent la valeur des choses en tête de bétail. Puis ensuite, on a été vers les métaux précieux. Le premier métal précieux, ça a sans doute été le bronze, puis le fer, ou je ne sais pas trop dans quel ordre. Puis ensuite, ça a été l'argent. Puis ensuite, ça a été l'or. Puis ensuite, on a inventé l'or papier. Puis ensuite, une fois de plus, un empire a dit, après tout, nous sommes l'empire. Ça, c'est notre monnaie. On n'a pas besoin de la gager. L'Empire romain avait fait ça avant, avec le denarius. Le denarius contenait 4 grammes d'argent par pièce. Puis un jour, ils se sont dit, après tout, nous sommes l'Empire romain. Ça, c'est le denarius. Eh bien, on va suspendre l'inclusion d'argent dans le denarius. Ça rejoint la phobie de Frédéric Hayek dont tu parles. Tout à fait. Puis l'Empire américain, ensuite, a fait la même chose. Et dès lors, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques hurluberlus qui se disent, mais en fait, peut-être que la monnaie est de plus en plus facile à produire. Ah ben, c'est le cas. Voilà. Si la monnaie est plus facile à produire, si la monnaie usuelle, les monnaies d'usage sont plus faciles à produire, peut-être qu'elle ne peut plus servir d'étalon de mesure de la valeur. On revient à ton idée première. Et ben voilà. D'accord. Donc finalement, oui, il y a la réussite de Bitcoin et surtout il y a l'échec des concurrents, c'est-à-dire qui sont les monnaies fiat. L'échec inéluctable, parce que comme l'a dit Hayek, quand un monopole est administré par un groupe de personnes, un jour ou l'autre, il abuse de ce monopole. Oui, c'est anthropologique. Et là, par contre, tu vois, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce monopole. Et moi, je pense que ce n'est pas l'appât du gain qui a dévoyé le monopole. C'est aussi de la faiblesse. Moi, j'ai écrit un article il y a quelques années dans un grand journal français qui racontait une histoire personnelle. C'est que mon père est chirurgien et que mon père est anesthésiste. C'est la vraie vie. Okay. Dans la vraie vie, mon père est chirurgien, ma mère est anesthésiste. Et j'avais écrit dans cet article que le banquier central, c'est l'anesthésiste. Le problème, c'est que quand tu es sous morphine, tu crois que tu n'as plus besoin de chirurgien. Et en fait, quand on dit la France a du mal à se réformer, c'est absolument faux. La France, en 1983, elle a pris le tournant de la rigueur. Pourquoi elle a pris le tournant de la rigueur ? Parce que le franc français a été attaqué. Il y a eu la pression des marchés. Okay ?
Si le banquier central s'ingénie à jeter jamais la pression des marchés, si tu injectes suffisamment de morphine, ben en fait, la nécessité des réformes est moins. Puis un jour, mais le problème. C'est une forme de drogue. Ah, voilà. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que la morphine, ça te transforme en junkie. Hein, et on confond à un moment donné la création de richesse avec la création de monnaie. En fait, ce qui compte, c'est créer des richesses, c'est pas créer de la monnaie. Mais ça, c'est Bastiat, là, on parle très bien. Voilà. Argent, maudit argent, c'est un pamphlet qui est magnifique. Hein, Voilà. Et écoute, moi je suis ravi de t'avoir reçu. Je suis persuadé tout comme toi. Alors je ne sais pas si tu es persuadé, je vais encore te faire dire quelque chose que tu n'as pas dit. Mais ça c'est un risque. C'est pour moi, comme il y a un avant et un après Jésus-Christ, il y aura un avant et un après Satoshi Nakamoto. Quand je t'ai dit que le Bitcoin c'est la roue, on n'est pas loin de se rejoindre. Hein. Donc effectivement, est-ce qu'il va survivre sous cette forme-là ou sous une autre, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est une réussite. Dans tous les cas, c'est une réussite. C'est-à-dire qu'il mute ou pas, il a prouvé quelque chose qui c'était impossible, mais ils ne le savaient pas, alors ils l'ont fait. Donc, voilà. Mais écoute, merci beaucoup Yves, c'était un plaisir. Et écoute, à très bientôt pour le retail. Absolument.